Bonjour à tous, amis de la RH. Alors aujourd'hui, donc ce n'est pas Béatrice qui anime le podcast Hacking HR, c'est donc moi, Raphaël, je suis une des 3 cofondatrices et donc tout simplement, en fait, Béatrice est au trophée du Digital Learning ce matin. Donc vous allez voir un style radicalement différent, des questions différentes et c'est ce qu'on aime chez Kokoroe. Alors, j'ai la chance de recevoir Émilie ce matin, qui est Learning et Development Director chez Chanel. Alors, excusez-moi pour mon accent très, très français. Et je suis vraiment ravie, Émilie, de faire ta connaissance et revenir en effet sur ton histoire. Je vais avoir une première question, une question qu'on aime bien chez Kokoroe. On va revenir à la toute petite enfance, à tes débuts. Est-ce que tu peux nous dire le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petite? Alors, bonjour Raphaël déjà. Bonjour. Et très heureuse aussi d'être là avec toi ce matin. Je pense que tu vas être extrêmement surprise de ma réponse. Je rêvais d'être médecin. Waouh. Ouais, j'avais un grand-père qui était chirurgien, qui m'emmenait très régulièrement avec lui dans les hôpitaux, voir les opérations. J'ai été très vite fascinée. Malheureusement, la réalité s'est rappelée à moi. Les mathématiques n'étant pas ma matière de prédilection, très vite j'ai dû me résoudre au fait que je pourrais pas embrasser ce rêve. Voilà. Donc après commence un chemin effectivement de qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que je veux vraiment quand on a une conviction profonde et qu'on ne peut pas l'embrasser. Et quel type d'élève tu étais à l'école? Est-ce que tu étais plutôt dans les premiers rangs, au fond à droite, près du radiateur, très rigoureuse? T'avais quel profil? J'étais une bonne élève. Ouais, j'étais pas très marrante, je crois. Non, bonne élève, assidue. J'aimais bien aller à l'école. J'aimais bien apprendre, en fait. Et je crois que ça s'est resté. Je crois que c'est ce qui me définit, apprendre. J'ai une soif de vie, de curiosité. Donc ouais, l'école, c'était une joie. Je rêvais pas d'en sortir. Et d'ailleurs, j'ai fait des études assez longtemps. J'ai commencé à travailler, j'avais 26 ans. Ouais. Donc je suis restée sur les bancs de l'école assez longtemps, avec un chemin un peu varié, on va dire. Ouais, j'ai vu que tu avais fait une très belle prépa, Hippocagne, Écagne. J'imagine que tu étais passionnée par les livres, par la lecture. Oui. C'est ça qui t'a nourri pendant toutes ces années? Oui. Après la décision de pas aller faire médecine, je me suis dit qu'est-ce qui t'anime? En fait, qu'est-ce que tu aimes? Où est-ce que tu es bonne? Où est-ce que tu es forte? Et en fait, moi, les matières littéraires, l'histoire, la géographie, j'adore. Je me suis dit capitalise dessus, en ayant quand même en tête que je voulais aller vers les métiers du commerce, de l'entreprise. Et donc, j'ai capitalisé sur les forces, tout bêtement, et d'où l'idée d'aller en Hippocagne et en Cagne. Après, j'ai passé les écoles de commerce, les concours des écoles de commerce. J'ai présenté l'université Paris-Dauphine. J'ai été prise à Dauphine. Souffrance, j'avoue, parce que j'ai retrouvé les mathématiques. Mais voilà, pareil, c'est ce qui me définit aussi. Je me suis accrochée. Donc 4 ans de Dauphine. Et puis après, l'aventure professionnelle commence et j'ai quand même gardé en parallèle de Dauphine l'histoire. Donc j'ai continué à aller à la fac pour continuer à travailler une matière que j'adorais. Ah oui, en parallèle de Dauphine, tu allais... Ah oui, mais tu étais passionnée, tu étais une excellente élève. Non, t'as pas été honnête au début. Non, mais j'aime apprendre. On est riche de ça, je crois. Ça, c'est vraiment, et encore aujourd'hui, apprendre, lire, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaie de l'inculquer à mes enfants. Pas facile tous les jours. Mais oui, en fait, je le réfléchissais pas comme ça. C'était une joie. Voilà, Dauphine a été plus compliqué. Mais parce que j'ai retrouvé effectivement des choses dans lesquelles j'étais moins à l'aise. Et tu parlais de ce rêve d'être médecin et de finalement tu t'es rendu compte que voilà t'étais pas assez bonne en maths. Ça enfin t'en parles aujourd'hui. Est-ce que c'était quelque chose qui a été difficile comme renoncement ou réorientation ou finalement c'était assez naturel parce que tu vois quand t'avais intégré Hippocagne, tu devais avoir je sais pas on a une vingtaine d'années. Enfin, je veux dire, cette réflexion, cette réorientation, tu l'as eu finalement très, très jeune. Comment tu l'as vécu? J'étais triste. Ouais, je crois très triste. Et si je suis très honnête avec toi, Raphaël, je crois que aujourd'hui, c'est toujours là.
Euh, quand je vais chez le médecin, je me dis toujours, quand même, c'est chouette. La relation à l'autre, aider l'autre. Je sais pas quelle spécialité j'aurais fait d'ailleurs. Et finalement, tu vois, ce trait de personnalité, il est là, en fait, aussi. L'attention à l'autre, aider l'autre. Mais est-ce que c'est ça, être médecin? Je sais pas. Mais c'est toujours là, ouais. Ça, c'est une petite graine qui est là. Quand on a une vraie conviction, elle disparaît pas. Et quelque part, dans ton métier, c'est quelque chose que tu retrouves. Enfin, oui. Tu fais grandir les collaborateurs. Ouais. Et il y a peut-être ce lien, quoi. Tu les accompagnes. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, t'étais pas si loin du rêve que tu avais étant petite. Oh là là, ouais. Mais d'accord, donc très très bonne élève, Hippocagne tout de même, une formation en parallèle de Paris Dauphine, faut quand même le faire, et tu réussis à intégrer Chanel. Alors, arrêtons-nous 2 minutes sur Chanel. C'est quand même une maison qui fait rêver, fantasmer énormément de personnes. On a une image, c'est l'image de l'exigence. On sait qu'il y a très peu de place et beaucoup de personnes qui sont intéressées. Comment t'as fait toi pour intégrer cette maison? Alors, je vais te confier un secret d'abord. Je me destinais pas du tout au monde du luxe. Enfin, c'est pas que je m'y destinais pas, c'est que c'était pas quelque chose que je conscientisais, ou en tout cas qui était un rêve. Tu as raison, et les gens qu'on rencontre en recrutement, il y en a beaucoup, ou ces jeunes filles d'ailleurs aujourd'hui qui disent beaucoup moi je veux travailler dans le luxe. Qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le luxe et pourquoi? Moi je rêvais de rentrer chez Danone. Ah oui, oui, c'est un autre monde, un autre ADN tout de même. Je sais pas, j'avais une fascination pour les yaourts et pour les communications qu'il y avait autour des yaourts. Comment on réussissait à faire rêver autour d'un produit qui finalement est un peu banal dans un quotidien. Et Danone, ne me demande pas pourquoi, personne travaillait chez Danone autour de moi, mais c'est une marque qui me faisait rêver. Et je vais être très honnête pour répondre à ta question. Mon arrivée chez Chanel, c'est une arrivée liée à des amitiés. À l'époque, j'ai des amis qui sont déjà en CDI chez Chanel, qui me disent « Je connais un tel qui recherche un stagiaire, donne-moi ton CV ». Donc, c'est vraiment pour moi ce qui est joli dans la vie, c'est des rencontres, un hasard, si tant est qu'il existe. Mais en tout cas, c'est d'abord un hasard et puis après une rencontre. Des entretiens, ça pour le coup, en revanche, j'ai passé des entretiens, j'ai rencontré des RH, des opérationnels. Il y a une rencontre qui s'est faite et voilà mon aventure qui commence en stage. Et puis après, c'est l'enchaînement, le stage, le CDD, le CDI. Et me voilà chez Chanel depuis maintenant 20 ans. C'est ça, et tu n'as pas quitté Chanel. Non. Incroyable. Mais pour autant, tu as eu plusieurs vies au sein de Chanel. Ça, c'est quand même la force des belles entreprises. Tu as la possibilité de grandir au sein de l'entreprise. Globalement, quels ont été tes grands métiers, les grands sujets que tu as abordés? J'ai eu 3 vies. Mais avant ça, tu dis quelque chose qui est très fort et je pense que ça mérite d'être souligné. Oui, c'est vrai. Pourtant, Chanel, c'est une marque unique. Donc, il n'y a pas une multi-marque, il n'y a pas de portefeuille. Et c'est une entreprise, oui, qui te permet de naviguer. Après, on crée aussi ces opportunités. C'est aussi une histoire de rencontre. Mais c'est vrai que quand on le veut et quand il y a ces rencontres, c'est vraiment une entreprise qui valorise les parcours. Et ça, je pense que c'est important de le dire. J'ai eu 3 vies. J'ai une grande tranche de vie de 17 années à peu près, qui était uniquement dans le domaine du parfum beauté. Dans ces 17 ans, il y a 2 vies. J'ai commencé au marketing international, donc un bon produit marketing, chef de produit. J'ai navigué entre le maquillage et le parfum. Ça, c'est un bloc de 8 ans. Et puis après, il y a un deuxième bloc, toujours au parfum beauté. Mais là, j'intègre la région Europe. Donc, je bascule du côté du marketing opérationnel. Et là, 2 moments. Un moment où je m'occupe du business du parfum. Donc, on est en continuité finalement du marketing international. Et là, je vais me mettre la tête à l'envers une première fois parce que je vais un peu commencer à être vocale en disant, moi, mon rêve maintenant, c'est de prendre la direction d'une boutique mode.
Pareil, c'est pas stratégique, c'est dans mon ventre. Je sens, quand je rentre dans une boutique, qu'il se passe en moi des pulsations. Je ressens l'énergie d'une boutique et je me dis, tiens, pourquoi pas? Et donc, je dis ça. Waouh! Donc, après un début en marketing international, tu repasses côté terrain et tu vas en boutique. Non, Non. je rêve d'aller en boutique. Tu rêves. Et je le dis. Et tu le dis. Mais ça ne se fait pas forcément. Ça ne se fait pas pour une raison, c'est qu'on me dit, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire un 360, on va déjà t'aider à acquérir la culture retail. C'est quoi D'accord. le retail? D'accord. Et donc là, on me confie les rênes de la direction du retail et du merchandising pour le parfum beauté en Europe. Ça correspond à un moment où on commence à ouvrir des boutiques en propre pour le business du parfum beauté. Juste pour être un peu clair, la mode, on est dans une dimension retail où les boutiques nous appartiennent pour la plupart. En parfum beauté, on est largement distribué par les Sephora, les Marionneau, et puis dans les marchés européens. Et on commence à ouvrir des boutiques en propre. Par exemple, celle des Champs-Élysées. C'est une boutique en propre. Et donc, on me confie les rênes de ça. Donc, je me mets la tête à l'envers parce que je connais rien en retail. C'est une création de poste. Donc, c'est une aventure, un saut dans, pas l'inconnu, mais c'est un saut, c'est un pari. Voilà. Et ça va durer 3 ans. Voilà, jusqu'à mon switch. Comment t'arrives à t'adapter? Parce que c'est radicalement différent. Tu te bases sur quoi? Sur quel levier personnel pour apprendre ce nouveau métier, comprendre ses nouveaux besoins, les nouveaux enjeux, être rapidement opérationnel? Tu sais, Raphaël, je t'ai dit au début, par essence, je suis curieuse et j'adore apprendre. Je crois que c'est un driver de vie. J'adore les challenges. La page blanche, moi, c'est quelque chose qui me plaît, mais ça, c'est ma personnalité. C'est s'entourer des bonnes personnes, je crois, d'abord. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une belle équipe. Il y avait 5 personnes qui étaient là, avec qui, encore une fois, je parle beaucoup de rencontres, mais c'est ça. Et c'était une jolie danse entre nous, de confiance aussi. À l'époque, la directrice générale du Parfum Beauté Europe m'a beaucoup accompagnée aussi. Les équipes RH, la gestion des talents aussi, ont été beaucoup là. Donc, je pense qu'il y a une alchimie aussi. Il y a un écosystème qui permet ça, en fait, chez Chanel, qui permet la page blanche. Il y a un accompagnement. Après, ça, c'est ce que je décris, c'est le côté sympathique. Si je suis un petit peu honnête aussi, à l'intérieur de moi, c'était un bouillon. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis bonne? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction? C'est un job de direction, donc on attend aussi quand même très rapidement, effectivement, une vision, une stratégie, un plan de déploiement dans un métier que je connais pas et dans un comité de direction business qui est quand même drivé par le résultat. Donc oui, l'aventure humaine est jolie, l'aventure professionnelle, elle est un peu comme ce que beaucoup peuvent vivre. Il y a du stress, il y a de la pression, et moi, je suis drivée aussi par mon envie que ça marche. Donc, je me mets aussi, moi, cette pression et cette exigence. Mais c'est pas un effort pour moi, la page blanche. Je crois même que ça me plaît. Oui. Ouais. Mais en tout cas, tu as pu te reposer sur une équipe qui était compétente, à l'écoute et qui t'a donné la possibilité de grandir et d'être rapidement efficace. Oui, un grand oui. Et on a été chercher la compétence à l'extérieur. Parce qu'on a eu l'humilité de se dire, la compétence retail en parfum beauté Europe, on ne l'a pas. Parce que c'était la création d'un nouveau business. Et donc, on a été la chercher à l'extérieur. D'accord. Donc, ton équipe était une équipe... interne et externe. Mais sur la dimension plus retail, on a été chercher cette compétence. D'accord. Et j'ai beaucoup appris avec cette personne. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est une rencontre. Elle avait la connaissance retail, moi, je ne l'avais pas. Donc, il fallait aussi qu'on trouve un dialogue commun. Mais on a eu cette humilité-là. Et ça aussi, c'est la force de cette marque. C'est que elle sait reconnaître quand il faut aller chercher une compétence à l'extérieur. Et après, ça a été le début d'une aventure qui est en fait aujourd'hui, qui m'a énormément appris. Ouais. Ça t'a plu, cette aventure? Oui, j'ai appris sur moi d'abord.
Et puis, j'ai appris aussi sur la dimension du retail. J'ai aussi continué à gratter sur ce projet que j'avais d'aller prendre une direction de boutique. Et je me suis rendu compte qu'entre rêve et réalité, de temps en temps, il y a un pont qui peut pas se faire. Pas du fait de la marque, du fait de la réalité de la vie personnelle aussi. Voilà. Et j'ai été beaucoup challengée sur ce pan-là. Et je les remercie. Parce que je pense que c'est fondamental quand on veut aller en retail d'avoir une vision très claire de ce qui se passe dans une boutique et ce que ça veut dire en termes de renoncement personnel. Oui, c'est beaucoup d'investissement personnel, de sacrifices. Et aujourd'hui, le learning, depuis aujourd'hui depuis bientôt 3 ans. Donc, un grand écart aussi, finalement. Oui. Un troisième grand écart. Oui, je me suis encore mis la tête à l'envers. Ça, c'était en juin 2021. Oh, tu dis que ça fait presque 3 ans. Alors, je vais être très honnête. Tu l'as pas senti pas du tout. passer. Pas du tout. Mais pas du tout. Et en fait, je crois que je vais le dire aujourd'hui, j'aime profondément ce que je fais. Et ça, je trouve que c'est une joie énorme. Ouais. Ce qui est intéressant avec le learning, nous on le voit à notre niveau chez Kokoroé, c'est que c'est au carrefour de plein de métiers, de plein de compétences, tu vois. C'est très créatif parce que tu as la notion de marketing de la formation qui est en train d'exploser et donc il faut créer des contenus de formation très attractifs, attrayants et savoir parler avec des codes actuels. Créer des formations, il y a une vraie approche technique, des acronymes, il y a un vrai environnement très technique qui est lié au learning. Il y a une partie projet, il faut savoir s'organiser pour sortir un projet. Et finalement, c'est un métier qui est très complexe finalement et qui est au carrefour de plein de compétences. Je suis pas étonnée quand tu me dis que tu t'ennuies pas et que c'est un challenge qui te plaît énormément. Ouais. Tu le ressens, ces différents aspects? Oui. Toi, oui, complètement. Complètement. Après, la particularité, donc moi, je prends ce poste en juin 2021, mais je n'ai pas commencé à la direction du learning et du développement. Moi, j'arrive là parce que, à nouveau, je dis, il y a quelque chose qui gratte à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Tu avais besoin de te renouveler. Oui. Alors, c'est le moment où je vais être très honnête aussi. Je pense que ce switch, il se fait parce qu'il se passe quelque chose dans ma vie personnelle de très dur, qui me fait prendre conscience qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il est urgent d'être heureux et qu'il est surtout urgent de s'aligner et d'arrêter de faire des choses parce qu'il faut les faire ou parce qu'on doit les faire. Moi, je me dis, en fait, maintenant, je veux faire ce qui me fait vibrer moi. Et encore une fois, c'est une rencontre chez Chanel parce que j'ose le dire, mais on me laisse le dire. Tu le dis à qui? À qui on peut dire ça? Audace. Ouais. Il se passe 2 choses. La première, c'est j'écris à la DGRH Monde. D'accord. Et je lui dis, je veux aller vers les métiers des humains. Aide-moi. Je sais que c'est là où je serai la meilleure version de moi-même. Et tout de suite, elle me répond, elle me dit, Émilie, on se parle. On prend 30 minutes, on se parle. Tu la connaissais avant? Ou je l'avais rencontrée, oui, parce que à l'époque, il y avait une personne de ses équipes qui partait en congé maternité. Moi, j'avais un peu levé le doigt. Et donc, on avait eu cet échange-là. Elle a aussi su ce qui s'était passé dans ma vie personnelle. Donc, je pense qu'il y avait... voilà, mais je la connaissais pas plus que ça. Ouais. Mais audace. Et franchement, ça, je crois que c'est quelque chose aussi. Il faut oser. Il faut se mettre dans la peau de l'autre. Qui n'est pas content de recevoir un mail où on vient lui dire « j'ai envie de bosser avec toi ». Enfin, ou alors la personne est étonnante. Moi, quand je reçois un mail comme ça, j'ai envie que d'une chose, c'est d'aller creuser. Pourquoi tu veux travailler avec moi ou pour moi ou à mes côtés? Donc, il y a eu cette première audace. Et ma DG, à l'époque, je vais la voir, je vais dire, tu sais, mais j'osais pas trop parce que avouer que tu voulais quitter le côté un peu business pour aller vers les métiers de l'humain, je me disais, mais mon Dieu, ils vont se dire que ça fait 17 ans que je suis pas au bon endroit. Donc, il fallait que j'ose aussi assumer. Et ma DG me regarde et je m'en souviendrai toute ma vie. Elle me dit, mais Émilie, ça fait 6 mois qu'on attend que tu viennes nous dire que c'est ça que tu veux faire. Il l'avait senti. Ouais. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et elle me dit, mais parce qu'il fallait que ça vienne de toi. Waouh. Et ça, ouais, ça, j'oublie pas. C'est des mots qu'on n'oublie pas. Et donc, très vite, on me dit, écoute, on a une idée pour toi de mission. On est après Covid.
le learning change de visage. C'est ce qui était complètement vrai. Mais c'est Mais même... ce qui est toujours vrai. Le learning change de visage. On ne peut plus envisager le learning. Il y a un avant, un après. On peut plus envisager le learning comme juste un endroit, une classe où on va donner une leçon. Il faut réinventer ça. Et donc, c'est l'époque où nous, Chanel, on lance une plateforme digitale monde learning. D'accord. Et moi, on me propose de lancer cette plateforme digital learning pour la zone Europe. Donc, je reste dans ma zone Europe que je connais bien. Et c'est comme ça que je rentre dans les équipes RH sur cette dimension learning. D'accord. Oui, donc sur un projet très concret. Oui. Et technique. Oui. Puisque du coup, tu as dû aborder des questions d'adoption de la plateforme, de mise en place, etc. Tu parlais de projet. Ouais. Voilà, projet, mode projet. Et je reviens sur cette envie de travailler avec les hommes. Comment tu savais que tu avais envie de faire ça? Parce que tu sais, moi, je rencontre énormément de personnes dans ma vie personnelle qui savent qu'elles ne sont pas bien, mais qui ne savent pas pourquoi elles ne sont pas bien et ce qu'il faut faire pour aller mieux. Tu vois, et du fait parfois d'avoir des bilans de compétences ou tu vois, ou d'échanger avec des personnes externes. Comment toi tu savais, parce que c'était un métier que tu connaissais absolument pas, tu avais peut-être croisé des personnes en effet au sein de Chanel, mais comment tu avais cette certitude de se dire, moi c'est le fait de travailler avec les hommes qui va faire écho en fait, qui va faire que je vais être encore épanouie. Elle est jolie cette question. T'as quand même des gens qui passent une vie à se trouver, tu vois. Vraiment. Je sais pas, Raphaël. Je crois que avec ce qui s'est passé dans ma vie personnelle aussi, je suis très honnête, je pense que c'est des déclencheurs de conscience de soi. Moi, j'ai choisi d'en faire une force. Et donc, je suis rentrée sur un chemin que j'appelle un chemin vers moi. Donc, j'ai été aidée aussi. On m'a posé plein de questions. En fait, je pense que c'est une rencontre à soi. Ça, c'est une grande discussion, Raphaël. Moi, est-ce que les gens ont envie de se rencontrer eux-mêmes ? Il y en a beaucoup qui n'ont pas très envie. Moi, je crois que c'est une richesse. Mais il y a aussi une part d'intuition. Moi, c'est quelque chose que je ressentais pour une seule et bonne raison, c'est que j'adore, et ça on se l'est un peu dit, donc c'est mes petits cailloux depuis qu'on se parle là, depuis quelques minutes maintenant, j'aime la rencontre. J'adore écouter les gens. J'aime écouter les gens, j'aime analyser leurs propos, comprendre les mots. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une matrice qui se dessinait derrière, où il y a quelque chose qui se met à danser. Et j'avais la conviction intime, vu ce qui s'était passé pour moi, qu'il fallait que j'aide les gens à être bien, à être heureux. Et donc, en fait, quand je rencontre les gens et que je les écoute, je ressens et je me dis, mais tiens, lui, est-ce qu'il est vraiment là où il faut qu'il soit ? Et donc après, c'est des bonnes questions, c'est aller gratter. Moi, je sais que les gens aiment bien venir me voir chez Chanel pour me raconter là où ils en sont et me dire qu'est-ce que t'en penses. Et donc on échange, on se pose les bonnes questions. Mais non, j'ai pas une révélation un matin en me levant. Ouais. Je pense que c'est un chemin et qui a été accéléré par un élément déclencheur. Et très chouette d'avoir fait ce pari. Finalement, tu as fait 3 paris pendant toute ta carrière qui ont été chacun positifs, qui t'ont apporté, qui ont développé un certain nombre de compétences et quelque part, tu t'es jamais vraiment trompé. Ça a correspondu à des instants, à des moments de ta vie. Oui. Donc là, tu commences, tu découvres le learning par un projet qui est pas évident. C'est des projets qui sont en général assez stratégiques, assez techniques, de mise en place d'une plateforme sur le périmètre Europe. Donc aujourd'hui, ça va faire bientôt 3 ans que tu es sur la partie, donc en effet, learning, toujours sur un périmètre Europe. Qu'est-ce que tu pourrais dire de la culture learning chez Chanel ? Est-ce qu'on est sur un niveau de maturité qui est globalement élevé ou faible ? Est-ce qu'il y a encore une forte culture du présentiel ou le digital learning est tout de même encore présent ? Enfin voilà, c'est quoi cette culture learning Chanel ? Je crois que j'ai de la chance d'être dans une entreprise qui met beaucoup l'humain au centre. Du coup, le corollaire de ça, c'est que c'est une entreprise qui investit sur ses talents. Donc le learning, la formation, le développement, les parcours, ça a toujours été quelque chose de très présent
chez Chanel. Donc ça c'est un premier constat. Le deuxième, c'est que l'accélération effectivement post-Covid fait qu'aujourd'hui le learning plus que jamais est vraiment un sujet qui est pris et sérieusement. Là, c'est le moment où moi je te dis que pendant 1 an et demi, j'ai fait le développement de cette plateforme et il y a un an, je prends officiellement ce poste de direction du learning et du développement, qui est une création de poste. Mais ça veut dire beaucoup. C'est que en fait aujourd'hui, on estime qu'il faut vraiment accélérer sur une vision globale partagée au niveau de la région sur c'est quoi le learning chez Chanel. Il y a énormément de discussions, de réflexions qui sont portées par notre CEO, qui sont portées par les RH, qui sont portées par les équipes Learning Business. De toute façon, on ne peut pas faire sans le learning. Dans une entreprise retail, on ne peut pas faire sans le learning. Et aujourd'hui, globalement, compte tenu du contexte, on ne peut pas faire sans le learning. Aujourd'hui, les choses bougent beaucoup trop vite pour rester dans des acquis. C'est impossible de ne pas mettre le learning au centre. Je prends un exemple idiot, mais l'intelligence artificielle, il y a une espèce d'accélération là. Tu prends n'importe quel magazine. Hier, je regardais Les Échos, je regardais Le Monde. La première page, c'est sur l'IA. Je reçois un nombre de sollicitations incalculables sur l'IA pour le mettre chez nous. Nous, c'est un sujet qui est pris. Mais à la Chanel, c'est d'abord quelque chose qui est très étudié, digéré avant d'en proposer une philosophie. Tu peux pas faire semblant. Donc, si tu rejettes ces contextes extérieurs qui bousculent le monde du business, tu peux plus avancer, tu perds. Donc, le learning, pour moi, aujourd'hui, on peut plus faire sans. C'est sustainability. Tu peux pas ne pas intégrer ces dimensions-là. Donc, je crois que le contexte exogène fait aussi que les cultures doivent évoluer. Mais moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui, de toute façon, de fait, met l'homme au centre, investit sur ses talents, et donc c'est presque pas un sujet. Pour moi, ça fait partie de la matrice, le learning chez Chanel. Et tu as une population qui est pas évidente à former, je pense les populations boutiques. Toi, globalement, sur la zone Europe, c'est quoi ta typologie de collaborateurs que tu formes? Est-ce que tu t'adresses, je dirais, aux deux, aux populations très terrain et également aux populations sièges, ou tu es spécialisé sur une typologie de collaborateurs? Alors, je m'adresse à tout le monde. D'accord. Il y a 4000 collaborateurs en Europe. À chaque fois que je vais aborder le learning, je vais toujours travailler sur 2 streams. Les gens dans les bureaux et les gens dans le retail. C'est ça. Toujours. Donc là, c'est 2 approches différentes. Oui. Le fond va rester le même. La manière de l'aborder va être très différente. Un retail, il n'a pas le temps. Ouais. Alors, j'aime pas, moi, trop cette phrase, j'ai pas le temps, mais c'est une réalité. C'est ça. Donc, les contenus peuvent pas être les mêmes. En retail, on va faire des tout petits contenus qui peuvent être faits en morning brief, qui peuvent être digérés très vite et avec de la répétition. Intéressant. Tu sais que ce sujet, il intéresse tous nos auditeurs. Comment en effet former les populations boutiques et retail, enfin en tout cas terrain, c'est excessivement difficile. Je m'arrête 2 minutes. Donc ça veut dire que tu disais un morning brief. Donc ça veut dire très concrètement, tous les matins, il y a une session de formation pour le personnel boutique? Pas forcément. Tous les matins, il y a une session où on se réunit avant l'ouverture d'une boutique et on va passer des messages. Nous, côté learning, on se dit, tiens, si on a envie de passer un message, c'est un bon moment. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, ce qui est intéressant déjà dans le learning, c'est que tu te dis, pour ces populations, à quel moment je m'en sers. Ce qui n'est pas une question que tu te poses pour les populations sièges. Tu n'as pas la question du timing et du moment opportun, en fait. Ben, je sais pas. C'est un énorme challenge. Peut-être qu'on pourrait se poser aussi cette question. Moi, c'est un sujet que je prends, ça. Ouais. Il y a des tests qui sont en train d'être faits côté Chanel sur effectivement le temps qu'on alloue officiellement au learning, au-delà des formations officielles auxquelles on s'inscrit. Voilà. Mais quel temps on donne aux collaborateurs pour qu'ils puissent se former, comme on dit, in the flow of life. J'ai pas forcément la formation jeudi 12 de 14h à 16h, mais comment est-ce que je mets le learning
finalement dans un quotidien. Comment est-ce que j'en fais un état d'esprit? Et ça, moi, ça, c'est ma conviction et on est riche de ça. Moi, il n'y a pas une journée où j'apprends pas quelque chose. Je lis un article, j'écoute un podcast, même une discussion. En fait, j'ai besoin et je suis convaincue que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Tu me posais la question aussi, mais je crois que ça aussi, c'est des manières de comprendre ce qui nous fait vibrer. Ouais, c'est la fameuse culture apprenante qu'il faut savoir, qu'il faut arriver à développer en interne. Et c'est finalement comment j'amène mes collaborateurs à être acteurs de leur apprentissage. Et ça, c'est toute la difficulté, parce que là où je te rejoins, on apprend en lisant, en écoutant un podcast et autres. Je reviens rapidement sur les équipes terrain. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu te bases sur un rendez-vous. Et tu te dis, si j'ai une fenêtre de tir là pour aborder mon sujet learning. Et ça passe par le manager, du coup, qui, lui, va utiliser une tablette pour parler du sujet learning ou est-ce que tu as outillé chacun de tes collaborateurs en boutique? Alors, d'abord, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, j'ai mentionné les morning briefs. Il y a 2 types de learning. Il y a le learning produit. Ouais. Et ça, c'est ce qui induit une excellence opérationnelle, une excellence dans la relation client. Donc les collections, pour le parfum beauté, les nouveaux produits, ou pour l'horlogerie joaillerie, effectivement aussi les nouvelles technologies qui sortent, les nouveaux bijoux, enfin bref. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le hard skills. Et ça, ils ont des temps dédiés à ça. Ils ont effectivement une plateforme dans laquelle ils vont aller chercher les contenus et ils doivent effectivement se former. Ils ont des formateurs qui viennent en boutique aussi pour s'assurer que les messages sont bien pris. Il y a des formations diverses et variées. Sur la dimension soft skills, donc qui est plus sur le développement personnel, sur la posture, le leadership, le management, enfin tous ces sujets-là, le feedback, les conversations courageuses, peu importe. Moi, en fonction, effectivement, on va travailler les typologies de contenu pour se dire à quel moment est-ce que ça peut s'insérer dans la vie d'une boutique. Il y a la réalité du morning brief, il y a aussi des moments où ils sont en back-office, il y a des moments dédiés où on peut se dire, tiens, ça, ce serait la bonne opportunité, et donc on va créer les formats de contenu en fonction. Donc des toutes petites séquences, des petites vidéos, voilà. Mais ça, c'est à l'appréciation effectivement du manager. Qui pousse. Oui. D'accord. Waouh. Mais j'ai pas fini de craquer le sujet. Hein. Ça, on n'a pas encore la bonne. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as des temps potentiellement où le manager peut pousser. Voilà. Après, en effet, en back office, c'est ce qui va décider de se former. C'est encore une autre question. C'est la réalité de la boutique. Ouais. Le client premier. Donc en fait, tu peux décider un instant T que tu vas faire ça, et puis en fait, la réalité de la boutique fait que ce sera pas possible. Donc on cherche en fait ça. Je pense que c'est un sujet qui est pas évident en fait. Oui, en fait, t'as une problématique forte. Enfin, il y a une complexité forte sur comment mieux former les personnalités en boutique, et puis quelque part aussi développer ce lifelong learning, cette culture apprenante. On est sur des grands écarts en termes de complexité. C'est pas évident. Tu as une équipe avec toi pour adresser tous ces sujets, ou comment justement, ou pas, ou comment vous êtes organisés, comment ça se passe? Cette belle question. Alors, le job vient d'être créé. Enfin, ce que je disais, maintenant, ça fait une grosse année. Je suis en train, de constituer une équipe, donc de recruter. Aujourd'hui, de façon pragmatique, j'ai 2 personnes, mais qui sont des personnes, on va dire, en contrat déterminé, à durée déterminée. D'accord. Donc, on n'est pas sur du CDI, mais c'est pas grave. Moi, j'ai appris aussi beaucoup de ça, c'est que du coup, je suis beaucoup en management transverse ou en management, on va dire, matriciel. C'est que j'ai appris à me dire, en fait, ça, c'est une phrase qu'on dit beaucoup quand on est jeune manager, on veut tous manager. Moi, j'ai adoré, à la fin, j'avais 8 personnes dans mon poste d'avant, et j'adorais ça, puisque j'adore les gens, et j'adore les développer. Mais en fait, le management, c'est un vrai travail, ça prend du temps. Donc moi, j'ai appris, en fait, le fait de pas avoir une grande équipe, j'ai appris à me dire, ok, comment est-ce que je suis maline et comment est-ce que je m'appuie sur les autres pour finalement réussir à atteindre mon but. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans ce double management, le management des personnes qui me reportent directement et avec qui je collabore, et puis un management transversal. Et je dois avouer que j'apprécie, je trouve que c'est assez intéressant aussi, parce que finalement, tu vas chercher une compétence donnée à un instant T sur un projet donné. D'accord.
Quand tu parles de management transversal, c'est un management fonctionnel, c'est ça? C'est globalement, tu vas travailler avec des personnes au sein de Chanel spécialisées sur certains sujets. Exactement. Chouette. Et Ouais. elles se montrent disponibles? Oui. Ouais. Ça, c'est chouette, ça. C'est Ouais. pas toujours le cas. Ouais. Enfin, tu vois, d'arriver à les intéresser, à les mobiliser. J'ai pas ça. Quand je suis arrivée, j'ai créé une instance qui s'appelle le Learning Hub, dans laquelle j'ai mis toutes les parties prenantes au learning chez Chanel Europe. Donc aussi bien mode, horloger, joaillerie, parfum, beauté, que le digital, que le people development, que l'IT. Tous les gens qui ont un rôle en learning. L'idée derrière ça, c'était justement qu'ils comprennent qu'ils sont tous drivés par un même objectif, même si le contenu qu'ils servent est différent. Et en fait, ils sont en train, et ça c'est génial, ils sont en train de se rendre compte que ils peuvent collaborer, s'apporter des choses. Il y en a un qui a développé ça, et ben en fait ils vont aller s'inspirer les uns les autres. Et moi du coup, j'ai aussi compris comment m'appuyer sur les uns et les autres pour faire passer mes messages, pour faire passer les formations, pour faire des pilotes. Super. C'est ça en fait quand je dis le management, c'est du management d'influence presque. Tu arrives à bien naviguer en interne. Oui. C'est pas si évident, mais je suis convaincue de ce que je fais. En fait, je crois pas que je le conscientise plus que ça. C'est naturel. Oui. Quand tu fais comprendre aux gens qu'ils ont intérêt à danser ensemble, finalement, je crois que c'est le début de la plus jolie aventure, en fait. C'est ça, tu permets d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils font tous les mêmes choses en doublant. C'était ça l'objectif du Learning Hub aussi. C'était à la fois de les instruire sur des réalités externes, donc de les inspirer. Et ça, je m'amuse beaucoup. Mais c'était aussi de leur faire prendre conscience que, en mutualisant, ils sont plus efficaces. Ça prend du temps. On sent que c'est vraiment un métier d'humain, quoi. Aussi bien dans l'objectif de ton métier, à savoir faire grandir les collaborateurs, mais également toi dans ton quotidien, articuler avec différents collaborateurs, sensibiliser, arriver finalement à travailler avec différents collaborateurs, à t'appuyer sur différentes compétences. Influence. L'influence. Ouais, l'humain, c'est le maître mot là, je dirais, de ce job, de ce poste. Ouais. Mais tu sais, la dimension humaine, elle est vraiment forte chez Chanel. Et moi, je pensais qu'en arrivant là, alors ça n'a pas toujours été facile, mais en fait, tu te rends compte que les gens aiment ça. Ils aiment se rencontrer, ils aiment échanger. Moi, j'avais plein d'idées reçues, en fait. Et plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Ils ont envie de construire, ils ont envie d'apprendre. Et surtout, ce sont des métiers de passion, je crois. Le learning, tu t'improvises pas. Enfin, ce sont des métiers au-delà de passion, je dirais plutôt de conviction. Et le learning, c'est de la transmission. Donc, en fait, si tu n'es pas à l'aise dans la rencontre, dans la dimension de la relation humaine, ça peut pas fonctionner. Donc, au final, je m'étonne toujours que ça marche, mais en fait, quand tu creuses un peu, non. Puisque le learning, c'est d'abord un métier de transmission et de relation humaine. Donc, au final, c'est des métiers de conviction, je crois. Et justement, quand on parle de transmission, comment toi, puisque tu portes le learning au niveau Europe, comment tu arrives justement toi dans ton quotidien, donc tu en as déjà parlé, t'écoutes, tu lis, t'écoutes des podcasts, mais est-ce que tu accordes un temps dédié en effet à cette inspiration au quotidien? Comment tu arrives à te former finalement toi-même, à te nourrir, à t'inspirer? Vaste question. Allez, je suis honnête encore. On revient sur est-ce qu'on pose. Tu sais qu'à un moment donné, j'avais bloqué dans mon agenda systématiquement 30 minutes chaque matin. Je l'ai fait pendant 6 mois. Et après, en effet, la réalité a repris le dessus et j'ai malheureusement enlevé cette routine et je me forme à d'autres moments et moins régulièrement. Mais est-ce que toi, tu as eu cette espèce de routine que tu as mis en place, que tu souhaiterais mettre en place? Alors, tu m'amuses parce que moi, j'ai fait ça. Alors, j'étais moins ambitieuse que toi. C'était presque trop. C'est là où je me suis perdue. Je m'étais mis tous les lundis matins, je commençais ma journée par 30 minutes. Super. D'aller fouiller, trouver quelque chose et le digérer et le diffuser. Donc, de me dire comment de ce que j'apprends, je le partage aux autres.
D'accord. à travers d'ailleurs cette plateforme. Alors, moi, ça n'a pas duré 6 mois. Ça a duré 2 semaines. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, ce n'est pas moi. Mmh. Ce n'est pas moi de me bloquer quelque chose comme Ouais. ça. C'est une discipline, ça va pas. C'était trop contraint. Oui, Tu fonctionnes pas comme ça, non, par des routines, par des Non. habitudes régulières. C'est Non. pas ton fonctionnement, même dans ta vie personnelle? non. J'en ai une. Mais Alors, non, je suis plutôt opportuniste du temps. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un temps et tu te laisses la possibilité de l'utiliser comme tu veux, au gré de Oui. tes envies, sans te dire avant, j'aimerais faire ça, c'est incroyable, ça. Pas du tout. Là, je vais recevoir un article dans mon mail. Tiens, je vais le voir. Pouf, je vais me dire, attends, pause. Je le lis. D'accord. T'arrives à faire pause. Oui. Pour ces choses-là, oui. Et parce que je sais que ça va me prendre 5-10 minutes. Mm. En revanche, si c'est un podcast d'1 heure, c'est jamais dans mon temps de travail. Mais est-ce que j'ai raison? Et ça, tu vois, c'est une dimension du learning que moi, je questionne. On a tous envie que nos collaborateurs se développent, mais la finalité, c'est est-ce que les managers sont prêts à laisser du temps à ce développement? Ouais. Et tu vois, est-ce que si tu voyais un de tes collaborateurs être en train d'écouter un podcast pendant 1 heure, c'est quoi la pensée qui te traverse à ce moment-là? Si on est très honnête, on va se dire, mais attends, il a le temps d'écouter un podcast d'1 heure? C'est bizarre. Tu vois, je crois qu'il y a un shift aussi énorme à faire sur la vision que l'on a du temps qu'on donne à se développer et à apprendre. Moi, je crois qu'on est riche de ça et que derrière, c'est pour encore plus d'efficacité, encore plus de curiosité, encore plus de créativité et donc encore plus de résultats. Mais là où je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur quelque part, enfin, voilà, est-ce que la solution, ça serait pas d'imposer un temps de formation par semaine et limite le rendre obligatoire? Alors, c'est pas évident, voilà, à faire passer, mais c'est vrai que si tu vois un de tes collaborateurs écouter pendant 1 heure un podcast, tu peux avoir tendance à dire, bah, il a pas assez de travail, je lui en redonnais plus. Oui. Mais c'est une vraie question d'arriver à légitimer quelque part le temps de formation dans la semaine. Mais légitimer sa valeur, en fait. Ouais. Sa C'est ça. vraie valeur. Et c'est ça. Et ça passe par la notion de culture apprenante qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir finalement dans cette culture apprenante, il y a une prise de parole sur la valeur de la formation, l'apport pour le collaborateur d'un point de vue personnel ou professionnel. Il y a une explication, en fait, faut revenir à la base et à la définition de même de la formation, en quoi ça m'apporte, en quoi ça me fait grandir. T'évoquais une routine que tu avais tout de même. Alors, je sens que je suis face à une femme libre quand même, qui n'a pas de routine. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, je ne vis que par des slots et des routines. Ma vie est cadrée. C'est un enfer. Donc, vraiment, je trouve ça superbe d'être libre et de se laisser le temps. Mais tu as quand même une routine. La routine. Tu en parlais? Oh, bah, attention, hein. Je cours tous les dimanches matins, quoi qu'il arrive. D'accord. Qu'il Donc, neige, si qu'il pleuve, je m'en fous. Je peux être sortie jusqu'à 4 heures du matin. D'accord. À 8 heures, mon réveil sonne. Je pars courir. Mais quoi qu'il arrive. Et si ça ne peut pas se passer, je le ferai le samedi matin. Mais ça, c'est la seule et unique chose qui est fixe dans ma vie. C'est ton rendez-vous. C'est fondamental. C'est ma colonne vertébrale, c'est mon rendez-vous. Un rendez-vous avec moi. Toi-même. Ouais. Et là, j'écoute un podcast, je regarde la nature, c'est mon rendez-vous. T'arrives à écouter un podcast pendant que tu cours? Ah, toujours. Et la musique? Je déteste écouter de la musique. Non. Podcast. Alors ça, c'est un point commun qu'on a. Moi, la musique, ça m'énerve. C'est jamais la bonne musique. C'est jamais ça exprime jamais ce que je ressens sur le moment. Le podcast, par contre, j'ai l'impression de me nourrir. Ouais. Et puis c'est un rendez-vous. J'ai l'impression de courir avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Oui, on a un copain finalement qui nous accompagne. Et puis c'est le bon moment, en fait. Même si parfois, de temps en temps, je me demande est-ce qu'un podcast, on ne devrait pas l'écouter assis avec un cahier et un crayon? Ouais, aussi. Je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord. Et tu cours combien de temps? 1h30. Waouh! Ah oui. Oui, on est sur quelque chose de très concret, quoi. C'est pas une petite course, la petite course de dimanche, une trentaine de minutes. On est sur 1h30. Alors, je cours depuis 25 ans. Le sport
est une colonne vertébrale chez moi. D'accord. Il est partout. Il est partout. Je fais beaucoup de yoga, je fais du pilates, je cours beaucoup. Là, je prends des cours de natation maintenant, le mardi soir. Chouette. C'est mon nouveau truc. C'est fondamental. Et tu vois, je le ressens si je ne fais pas de sport. Eh ben, je sens que en moi, ça va pas. Je me sens enfermée, je réfléchis moins bien. C'est fondamental. Et je le dis beaucoup à mes amis, ça. Ouais. C'est ce qui te permet d'être bien physiquement et psychologiquement, Oui. et de d'avoir ton temps à toi et d'avancer encore plus vite. Tu sais, c'est une discipline de soi. Je crois que ça parle beaucoup de qui on est, ça aussi. C'est une discipline de soi, ouais. Et tu disais que tu écoutais des podcasts pendant ton sport. Oui. Quel podcast t'inspire le plus ? Alors, ça, c'est drôle cette question. Avant de partir courir, la veille au soir, même souvent, je vais identifier le podcast dont j'ai envie. D'accord, tu prends ce temps. Donc oui. Tu prépares ta course quelque part. Oui, je me dis, tiens, de quoi j'ai envie comme podcast. Et donc là, je vais aller un peu chercher dans les 5, 6, 7 que j'écoute. Je vais regarder les sujets de la semaine ou du mois. Et en fonction de mon envie, c'est celui-là que je vais écouter. Donc, si j'ai une envie d'écouter un podcast plus sur le côté business, entrepreneuriat, comment une entreprise s'est montée, je vais aller vers le podcast Pause. Ouais. Voilà, que j'aime beaucoup. C'est un format, c'est 50 minutes, 1 heure. Et moi, je retire toujours des petites pépites. Si j'ai envie d'aller plus sur du sujet de fond, de société, je vais aller écouter Vlan. D'accord. Parce qu'il couvre des milliards de sujets de société variés et je peux même aller chercher dans des vieux épisodes que j'aurais pas écoutés. Là, en ce moment, le sujet de leadership m'anime beaucoup. Et il y a le podcast Ping que j'aime beaucoup aussi et qui met en avant effectivement tous les sujets autour du leadership. Donc, c'est souvent des grands patrons ou des personnes qui ont travaillé leadership de manière complètement différente. Pas linéaire dans une entreprise, mais via des ONG ou dans la banque ou sur des sujets qui sont peut-être moins évidents. Et puis après, il y a les podcasts plus légers. In Power, j'aime bien parce qu'elle a des invités un peu plus dans l'air du temps, les chanteurs, les cuisiniers, les philosophes. Voilà, je te cite ceux qui me viennent en tête parce que majoritairement, c'est ceux-là que j'écoute. Après, je peux aller m'amuser à écouter des podcasts un peu plus philosophiques ou des réflexions sur l'histoire. Ça va plus dépendre. Soit c'est des amis qui me les ont conseillés, soit c'est aussi que ça correspond à une envie du moment. Et qu'est-ce que tu recherches quand tu écoutes ton podcast ? De l'enrichissement de moi, de la connaissance. Je cherche à aussi étoffer mon sens critique. Parce qu'en intégrant une multitude de points de vue, c'est comme ça que tu peux aussi garder ton chemin à toi. Et finalement, t'es plus juste dans tes propos. Moi, je le vois au bureau. Le fait d'écouter des podcasts sur le leadership ou sur les HR, le vôtre, quand je l'ai découvert, ça m'a fait du bien. Parce que soit j'entendais des gens qui finalement venaient confirmer des idées que j'avais, soit ça me permettait d'envisager les choses avec un autre angle. Donc je dirais oui, c'est de l'enrichissement, c'est du sens critique, c'est juste de la curiosité et du développement de soi. En fait. Est-ce que ça serait pas chouette de lancer son podcast au sein de Chanel ? Tu sais que ça existe. Je l'ai fait. Tu l'as fait ? Oui. Waouh. Alors, ça, c'est mon moment de joie, c'est ma pépite à moi. J'interroge un leader par mois sur un sujet donné en fonction du calendrier que j'ai défini. Donc en 2023, à partir de mai. Moi, je l'ai lancé en mai. D'accord. Tous les mois, j'avais une thématique et donc j'allais chercher le leader qui pouvait incarner cette thématique. Sur du soft skills, pas du tout sur du hard skills ou du business. Très soft skill, postural. Mais j'adore. Super. Tu le diffuses en interne ? Je le diffuse en interne sur la plateforme de digital learning. Et donc, c'était une manière de créer du trafic. Bien sûr. Bien sûr. Parce que les collaborateurs et les employés, ils aiment bien écouter leur leader. Ouais. Bah oui. Et puis, toi, ça te permet aussi de découvrir tout un tas de sujets, continuer aussi à t'inspirer et à t'enrichir. Et tu sais, c'est comme là. C'est des moments que j'appelle des moments sourires. Ouais. Parce qu'en fait,
c'est des moments, entre guillemets, dans une journée, c'est une incursion sympathique. Ouais. En fait, tu te rends compte que les gens, ils adorent ça. Ils parlent d'eux, ils parlent de leur vision. Bien sûr. Pour moi, c'est des moments sourires. Ouais. C'est un chouette moment, ouais. C'est chouette ce terme, ces moments sourires. Ouais. Ouais. C'est du, ouais, c'est ça, c'est des moments bien-être et tu repars avec une énergie. Oui. En tout cas, tu nous as transmis beaucoup d'énergie, Émilie, ce matin. Ouais, j'ai passé un super moment. Merci. J'aurais pu rester 1 heure de plus parce que j'avais plein de choses à creuser et des choses encore plus sur voilà, toi, qui tu es. Mais je pense qu'on a déjà commencé à comprendre quelle était ta personnalité et c'est une super belle rencontre. Merci pour ce moment. Merci pour ton partage aussi concrètement sur ton parcours et ce que tu as pu mettre en place sur l'aspect purement learning. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode avec un invité encore mystère, mais ça sera un très chouette invité. À très bientôt. Merci Raphaël. Merci Émilie.